Alors, salam alaikum, bonsoir tout le monde. Euh, Confirmez-moi juste que euh, vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran euh, pour commencer, Inch'Allah. Bonsoir, docteur. Ça va, Donc, très bien. ok, très très bien. Alors, on va parler ce soir, Inch'Allah, sur la prise en charge symptomatique d'un patient admis au déchocage. Donc, on va pas trop détailler les différentes indications ou bien donc les différentes étiologies et tout, parce que il y en a beaucoup, donc on va essayer de voir un petit peu euh, une vision assez globale. Donc, les objectifs un petit peu de cette présentation, c'est le premier, donc c'est de savoir comment est faite l'organisation dans une salle de déchocage, c'est-à-dire tout ce qui est checklist, ce qui est donc du matériel qui doit être présent dans une salle de déchocage, les drogues, euh, les différents équipements et même aussi le personnel. C'est-à-dire, on a besoin de quoi comme personnel au niveau d'une salle de déchocage, on va dire le personnel minimum, c'est-à-dire le minimum obligatoire. Le deuxième objectif, c'est de savoir justement, une fois que vous avez euh, une salle de déchocage prête, c'est de savoir qui admettre dans une salle de déchocage et qui ne pas admettre justement. D'une manière assez générale, c'est vraiment les patients graves qui arrivent aux urgences égale admission au déchocage. Le troisième, le troisième objectif, c'est de savoir justement, une fois que vous avez admis un patient au déchocage, savoir comment le stabiliser. Traitement purement symptomatique. D'ailleurs, c'est le traitement qui prime donc d'une manière assez générale à chaque fois que vous avez un patient instable, que ce soit donc admis au déchocage ou autre. euh, Ce qu'on fait d'habitude, donc en premier, dans les premières minutes, c'est d'essayer de le stabiliser toujours d'une manière symptomatique. C'est un petit peu la politique de la réanimation en général. Une fois qu'il est stable, une fois qu'on a stabilisé les grandes fonctions vitales, c'est là qu'on va essayer un petit peu de chercher l'étiologie en parallèle, bien sûr, et de la traiter en parallèle. Euh, Bien sûr, vous n'allez pas prendre des heures à le stabiliser symptomatiquement sans chercher l'étiologie, mais là, surtout les premières 10, 15, 30 minutes de l'admission qui vont se dérouler surtout à ce propos-là. Le quatrième objectif, euh, c'est de choisir justement quelle thérapeutique. Là, on va essayer de se baser surtout sur les thérapeutiques à choisir donc symptomatiques avant tout, comme on a dit. Quand est-ce que vous allez, par exemple, utiliser la noradrénaline? Quand est-ce qu'on utilise la dobutamine, par exemple? Quand est-ce qu'on remplit? Quand est-ce qu'on intube? Quand est-ce qu'on met de l'oxygène? Et bien sûr, les drogues d'extrême urgence, il faut connaître les posologies. Les autres drogues, généralement, les drogues utilisées au déchocage, surtout à l'admission, c'est des drogues d'extrême urgence, donc il faut bien connaître les doses. Mais sinon, le reste des drogues, généralement, surtout celles qu'on n'utilise pas beaucoup, on n'est pas obligé toujours de connaître la dose parce qu'on peut toujours revoir rapidement la posologie. Mais c'est impératif de connaître bien les, euh, donc les différentes euh, posologies de différentes drogues. Utilisées bien sûr euh, en extrême urgence. Le cinquième objectif, si on a le temps de l'aborder aujourd'hui, Inch'Allah, sinon on va organiser une deuxième séance pour le voir. Euh, donc le deuxième, c'est de réaliser justement ce qu'on appelle donc point of care, ultrasound. Donc c'est l'échographie au lit du malade. Euh, donc ça va dépendre beaucoup du contexte et des points d'appel, etc. Donc ça peut être
du fast écho, par exemple, euh, donc lorsque c'est un contexte traumatique, par exemple. Ça peut être du bleu protocole lorsqu'on parle d'échographie, par exemple, pleuropulmonaire, tout ce qui est OAP cardiogénique, OAP lésionnel, etc. Ça peut être aussi de l'échocardio rapide, ça peut être donc des gestes assez rapides de drainage, d'exsuvation d'un pneumothorax par exemple, de mettre un garrot si vous avez un saignement, de mettre une ceinture pelvienne si vous avez un traumatisme du bassin, etc. Donc ça va vraiment dépendre euh, du contexte. Le sixième objectif, c'est d'orienter justement vers une étiologie. Bien sûr, on ne va pas rester dans le symptomatique, mais une fois qu'on a stabilisé le patient, on va chercher donc, la cause, on va dire, si elle n'était pas déjà diagnostiquée, parce que parfois on n'a pas vraiment besoin, par exemple, quand vous admettez un OAP cardiogénique, on sait que c'est un OAP, par exemple, cardiogénique, une décompensation cardiaque et tout, donc on n'a pas vraiment besoin d'examens complémentaires dans les premières heures pour diagnostiquer, par exemple, on va dire, la chose, parce que l'examen clinique, généralement, il suffit. Par contre, il y a beaucoup d'autres étiologies où vous avez besoin d'examens pour explorer, pour rechercher pourquoi il fait ça. Donc, ça peut être de la TTM, ça peut être donc, de l'IRM, ça peut être une coronarographie, euh, donc plusieurs, ça peut être des examens biologiques, etc. Donc, ça dépend vraiment de notre orientation étiologique selon l'examen clinique et l'échographie au lit du malade. Et de cela aussi, bien sûr, vous allez décider des gestes à faire. Donc, ça peut être donc, des drainages, ça peut être de la radiologie interventionnelle, ça peut être donc, l'admission au bloc opératoire, euh, ça peut être une admission vers la réanimation, par exemple, ça peut être donc des antibiotiques dans un contexte de choc septique. Donc, c'est un petit peu ça, les six objectifs, on va dire, de cette présentation. Donc, la première des choses, on a dit, il faut savoir, donc, petit peu, on va parler un petit peu de la salle de déchocage elle-même. Donc, c'est quoi? Donc, c'est une zone de l'hôpital, elle est obligatoire d'ailleurs. Toute urgence, c'est-à-dire toute unité d'urgence, elle nécessite automatiquement une unité de déchocage. Et puis, ça dépend de votre, on va dire, de votre hôpital ou bien de votre structure. Donc, ça peut être, dans la plupart des cas, c'est des salles de déchocage polyvalentes, donc on admet tous les patients graves. Ça peut être de chocage chirurgical, par exemple, dans un trauma center. Ça peut être, si c'est une unité médicale, donc ça peut être un déchocage médical, etc. Mais en général, donc, c'est une structure hospitalière qui est censée admettre et stabiliser. Donc, l'admission et la stabilisation des grandes détresses vitales immédiates. C'est-à-dire, on admet tous les patients graves euh, au déchocage pour les stabiliser. Donc, c'est ça vraiment la fonction la plus, on va dire, en matière d'organisation la plus importante. Donc, on déduit de ça que la salle de déchocage donc, n'est pas censée être une salle aussi d'exploration prolongée, c'est-à-dire ça, vous allez explorer vraiment le strict minimum pour commencer un traitement, donc par exemple étiologique. Ce n'est pas aussi censé être une salle d'hospitalisation, c'est-à-dire un patient n'est pas censé traîner dans une salle de déchocage pendant 24, 48 heures, etc. Donc normalement, donc, ce qui est censé être fait dans une salle de déchocage, donc c'est un accueil, bien sûr, une évaluation très rapide, stabilisation des fonctions vitales, comme on va voir selon la BCDE. Bien sûr, en même temps de la stabilisation, vous allez monitorer le minimum du patient, vous allez prendre donc un bilan, prendre un dévoi veineuse, on va voir tout ça. Le stabiliser, comme on a dit, d'une manière symptomatique. Si vous suspectez une cause que vous commencez, qu'il faut commencer à traiter d'emblée, par exemple, vous avez commencé votre traitement symptomatique et que en même temps, vous savez que c'est un OAP, donc vous allez commencer votre, par exemple, euh, stérilisé, votre Lasix, par exemple. Vous savez que c'est un choc cardiogénique,
vous allez stabiliser, pardon, vous savez que c'est un infarctus du myocarde, donc dès que vous le stabilisez, vous allez l'envoyer dans une salle de coronarographie. Vous suspectez un choc septique, vous n'allez pas attendre, vous allez commencer votre antibiothérapie probabiliste selon votre orientation, etc. Vous savez que c'est un polytron, par exemple, avec, par exemple, une fastico et une hémopéritoine de grande abondance, vous n'allez pas perdre du temps, vous allez, il est toujours instable, envoyé au bloc opératoire. Si c'est un problème de fracture de bassin, vous allez l'envoyer, par exemple, à la radiologie interventionnelle, vous allez mettre une ceinture pelvienne, etc. C'est-à-dire, c'est vraiment ça le grand principe de la salle de défocage. Donc, stabiliser, faire les premiers gestes les plus rapides, même donc, que ce soit symptomatique et aussi étiologique, et décider rapidement où envoyer le patient. Donc, soit bloc opératoire, soit réanimation, soit radiologie interventionnelle, euh, par exemple, salle de coronarographie, etc. Donc, c'est ça vraiment le rôle principal. Donc, le déchocage est censé être rapidement vidé euh, donc, du patient, rapidement donc, refaire des checklists, etc., pour justement réadmettre éventuellement d'autres patients. Bien sûr, il faut que ce soit une salle, donc, que ce soit une salle donc, assez grande pour permettre justement une circulation fluide des différents agents du personnel qui vont donc, travailler dedans. Là, donc, euh, ça c'est un petit peu une image d'organisation justement dans une salle de déchocage. Donc, par exemple, ici, vous avez une salle, comme ça, comme on a dit, elle est censée être grande. Et puis, donc, il y a une table ici. Donc, généralement, c'est un lit dans une salle de déchauffage. Bon, il n'y a pas plusieurs lits. Comme on a dit, donc elle doit être grande, au minimum de 20 mètres carrés. Il faut un bon éclairage, bien sûr, des potences. Une table, idéalement, elle doit être donc, la table radio-transparente, c'est-à-dire vous pouvez faire euh, des radios comme le bassin, la radiographie thoracique, le rachis, etc. C'est-à-dire vous pouvez faire sans être obligé donc de faire une cassette, c'est-à-dire là, par exemple, vous avez une table comme ça. Vous avez par exemple une table comme ça. Euh, donc, si c'est une table radio-transparente, donc elle a une place pour mettre par exemple ici en bas votre cassette donc, de radiologie, donc avec une radio mobile. Donc, les rayons X vont partir directement sans donc être obligé, on va dire, de mobiliser votre patient. Par contre, si c'est une radio qui n'est pas donc, c'est une table qui n'est pas radio-transparente. Donc, vous serez obligé de pousser un petit peu, bien de déplacer un petit peu le patient pour mettre la cassette ici, pour avoir une radio qui n'est pas du tout euh, pratique. Donc, idéalement, normalement, c'est une table qui est censée être radio-transparente. Donc, c'est un petit peu aussi le principe de la radio, par exemple, ou bien de la table chirurgicale utilisée en orthopédie, par exemple, dans la chirurgie orthopédique. Et puis, donc pour l'organisation, donc il y a une table, ça. Donc il y a le personnel qui s'occupe de la tête. Donc généralement, c'est les anesthésistes réanimateurs et les techniciens anesthésistes. C'est ces deux-là qui vont être généralement à la tête du patient. Donc, peu importe on va dire la cause de l'admission, pour éventuelle justement intubation. Donc il faut un personnel entraîné dans le déchocage. Tout ce qui est intubation, sédation et tout, parce que c'est pas du tout un endroit où on apprend par exemple à intuber. Parce que généralement, c'est euh, des endroits où il faut intuber en quelques secondes, donc on n'a pas du tout du temps à perdre, donc il faut du personnel entraîné. Bien sûr, à côté aussi, toujours à la tête, vous aurez donc le chariot d'intubation, d'aspiration bien sûr, et le respirateur de réanimation. Ça marche toujours avec donc le contrôle des voies aériennes supérieures et l'intubation, la respiration, etc.
Bien sûr, vous aurez toujours tout ce qui est donc lunettes d'oxygène, masque d'oxygène, etc. Puis, euh, juste, on va dire en face, il y a, donc, généralement au pied, donc il y a donc, un autre chariot d'urgence. Il y a aussi donc quelque chose de très intéressant, donc un agent, pardon, pas un agent, mais généralement c'est un infirmier qui est censé prendre note de tout ce qui a été fait. Donc c'est quelqu'un qui ne fait pas, donc, on va dire, de gestes sur le patient lui-même, mais plutôt il va prendre note donc, par le timing de tout ce qui a été fait, c'est-à-dire on a intubé à telle heure, on a ventilé à telle heure par exemple, on a commencé la noradrénaline à telle heure, on a transfusé telle chose, etc. Il va noter tout et en même temps, il va s'occuper des appels. C'est-à-dire, il va appeler, par exemple, la banque de sang, ramener donc, par exemple, les produits sanguins à la ville. Il va s'occuper, donc, il va appeler, par exemple, le bloc opératoire pour les prévenir qu'on arrive. Il va appeler, par exemple, la radiologie, etc. Et en même temps, il y a aussi le leader. Donc, le leader, généralement, on parle souvent d'un trauma leader parce que donc, la salle de déchocage, elle est le patient, on va dire, typique qui arrive dans une salle de déchocage, et surtout polytraumatisé. Donc, l'une des admissions, c'est l'une des causes les plus fréquentes d'admission dans une salle de déchocage. Mais c'est un petit peu le même principe partout, pas uniquement dans traumatisé, c'est-à-dire quand vous recevez un patient en déchocage, il faut qu'il y ait un leader qui va décider des gestes, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut intuber, quand est-ce que, par exemple, il faut mobiliser le patient, quand est-ce qu'il faut l'envoyer au bloc, est-ce qu'il faut l'envoyer au scanner, etc. Donc, c'est lui qui va chapeauter un petit peu le tout. Pardon. Généralement, c'est euh, euh, généralement c'est des médecins seniors qui sont expérimentés. Souvent, donc, c'est soit un réanimateur, soit généralement un urgentiste. Généralement, c'est ces deux spécialités-là parce que c'est les plus polyvalentes, on va dire, en matière d'urgence en général. Et puis, des côtés, donc, vous avez la gauche, vous avez la droite. Il y a par exemple la zone gauche, on l'appelle donc hémodynamique, c'est-à-dire elle va s'occuper de tout ce qui est, on va dire, stabilisation sur le plan hémodynamique du patient. Il va monitorer le patient. Euh, Généralement, au début, on commence donc, dès l'admission par un monitorage de base qui est très rapide, donc un brassard de pression artérielle. Il faut juste que ce soit un brassard adapté. Donc saturation artérielle en oxygène et ECG, puis donc, monitorage de la température. Et voilà, donc généralement c'est ce qu'on fait comme monitorage au premier lieu. Il va aussi, bien sûr, il y a toujours un défibrillateur de côté. Il va aussi donc préparer les post seringues selon l'évolution et selon surtout les ordres de leader. Donc il va par exemple préparer la noradrénaline, l'adrénaline, la dobutamine, etc. Donc tout ce qui est utilisé donc, pour la stabilisation hémolytique. Il va aussi, donc, par exemple, préparer le sang, les réchauffeurs, l'accélérateur, il va préparer les solutés, etc. Donc, c'est un petit peu ça le rôle de cet infirmier, donc préparer tout ce qui est voilà, censé être fait pour donc, la stabilisation hémodynamique. Et puis, donc, ça dépend, il peut prendre aussi une voie veineuse, etc. La zone droite, c'est plutôt donc les voies d'abord, avant tout. Donc, il faut bien sûr au moins deux voies d'abord de grand calibre, au minimum donc deux. Et puis, il va commencer donc les solutés, donc selon on va dire ce qu'on a besoin, etc. En même temps, donc, soit c'est la même personne, elle se libère rapidement, soit une deuxième personne qui va faire justement, donc ça peut être donc, un urgentiste, ça peut être un réanimateur, ça peut être aussi certains techniciens qui sont donc formés pour ça, qui va faire justement de l'échographie. Donc ça dépend.
le contexte. Si c'est un polytraumatisé, il va faire du fast-food. Si c'est un cas pulmonaire un petit peu complexe, il peut faire du bleu protocole, par exemple. Si on suspecte, par exemple, si on est devant un état de choc, ou bien une suspicion d'un STMOA, par exemple, etc., on peut faire de l'échocardio. Si c'est un trauma crânien ou un problème cérébral, on peut faire du Doppler transcrânien, etc. Donc, c'est vraiment selon l'appel. En même temps, bien sûr, en faisant les voies veineuses, ils vont faire les prélèvements. Généralement, au début, on fait des prélèvements standards, on va dire, un bilan rénal, un bilan hépatique, donc les troponines, pro-BNP par exemple, de l'hémostase, un groupage. Et selon, on va dire, le contexte, on peut aussi demander des dosages de toxicologie, par exemple, donc, des bilans spécifiques, par exemple, de pancréas. Donc, ça dépend vraiment de la rhabdomyolyse, par exemple, etc. Donc, c'est un petit peu ça, donc, l'organisation initiale. Donc, vous voyez que on a besoin généralement au moins d'un anesthésiste réanimateur ou bien d'un technicien anesthésiste à la tête, d'un trauma leader, de quelqu'un qui s'occupe de la logistique et au moins de deux autres infirmiers circulants. Donc ça, c'est vraiment le strict minimum euh, donc, d'une salle de déchocage. Et aussi, il faut bien sûr que ce soit au moins un chirurgien viscéraliste et un orthopédiste, par exemple, si c'est donc un contexte traumatique ou bien un contexte qui évoque quelque chose de chirurgical, par exemple une occlusion ou autre. Sinon, le reste, généralement, tout ce qui est, par exemple, neurochirurgie et tout, généralement, on les prévient plutôt vers le bloc opératoire parce que euh, généralement, il n'y a pas de geste à faire dans le contexte d'urgence, même dans la salle de déchocage, sauf si, par exemple, euh, sauf si, par exemple, il y a euh, un contexte où on suspecte, par exemple, surtout chez les nourrissons, une hydrocéphalie aiguë ou autre. Donc, on peut appeler donc rapidement un neurochirurgien à la salle de déchauffage pour faire une éventuelle ponction, par exemple, des ventricules, parce qu'on n'a pas trop le temps d'aller au bloc opératoire. D'ailleurs, il faut savoir que normalement, une salle de déchauffage est censée se transformer rapidement en un bloc septique. Donc, soit elle se transforme, donc elle est censée avoir vraiment tout le matériel d'un bloc opératoire. Bon, quand je dis tout le matériel d'un bloc opératoire, normalement, on va dire le matériel de stabilisation, le matériel de réanimation et tout, mais aussi le minimum pour faire des petits voies d'abord, par exemple, petites voies d'abord, etc. Ou bien, idéalement, ils sont censés avoir accès directement donc juste vers une porte, vers un bloc d'urgence qui est justement dédié à des urgences chirurgicales extrêmes où on n'a même pas le temps d'aller, par exemple, prendre un patient vers le bloc opératoire dans le deuxième, troisième étage, par exemple. Ça, c'est un petit peu donc l'idéal des choses. Bien sûr, vous pouvez m'arrêter à tout moment et poser des questions. Donc ça, c'est une liste d'équipements, on va dire, obligatoires dans une salle de stockage. Pas une liste exhaustive, donc, mais c'est le plus important à avoir, le minimum à avoir dans une salle de déstockage. Donc, pour contrôler les voies aériennes, donc le A et le B, parce que comme on va voir dans le ABCDE, A c'est pour airway, B c'est pour breathing, donc tout ce qui est respiration et contrôle des voies aériennes, donc ça marche généralement ensemble. Euh, donc il faut le pavu, donc le bâton, pardon, le ballon auto-remplisseur. Donc, pour ventiler le patient, il faut bien sûr avoir des masques faciaux, donc d'oxygène différentes tailles. Il faut avoir des lunettes d'oxygène aussi de différentes tailles. Bien sûr, il faut qu'elles soient équipées au moins de deux sources d'oxygène. Pardon. Donc au moins de deux sources d'oxygène. Donc pourquoi deux?
Parce que si vous avez une source d'oxygène ici, une autre ici, et que vous décidez d'intuber le patient, donc il y a une source qui va donner pour votre masque d'oxygène, donc la pré-oxygénation et tout, et le respirateur est déjà branché à l'autre source d'oxygène. Donc on est plus ou moins à l'aise. Par contre, si vous avez une seule source, qui est un petit peu très astreignant, donc on a déjà vu ça, c'est pas du tout pratique. Donc vous êtes obligé de ne pas brancher le respirateur. Donc vous allez regarder la source d'oxygène pour faire la pré-oxygénation et dès que vous faites l'induction et que vous intubez, vous allez rapidement enlever donc la source d'oxygène pour remonter le respirateur et tout. Donc c'est pas du tout pratique. Bien sûr, donc le barboteur d'oxygène, BLT, bimètre d'oxygène, l'aspiration, donc murale de mucosité, euh, avec des sondes d'aspiration de différentes tailles. Donc, ça aussi, c'est très important. D'ailleurs, il faut savoir que l'une des choses d'ailleurs qui sont assez oubliées et qu'il ne faut jamais oublier, c'est vraiment l'aspiration, parce que le patient il peut à tout moment avoir des sécrétions abondantes, des vomissements, etc. Et ce qui peut sauver dans ce genre de situation, c'est vraiment l'aspiration. Ça va prévenir donc, beaucoup d'inhalation des patients, etc. Donc, c'est très important à ne jamais oublier. Bien sûr, donc les canules de Guettel, les laryngoscopes, bien sûr, le vidéolaryngoscope ici, il est très important pour d'éventuelles intubations difficiles ou bien de traumatisme, par exemple, suspicion de traumatisme du rachis cervical, euh, parce que le rachis cervical, idéalement, il vaut mieux ne pas le mobiliser. C'est pas très. Généralement, l'intubation laryngoscope, même si faite par une personne entraînée, donc ça reste un petit peu traumatisante. Donc, peu importe comment vous faites, vous allez quand même mobiliser un petit peu le rachis en extension en faisant donc votre exposition et tout. Donc, l'idéal vraiment pour ne pas du tout mobiliser le rachis cervical ou bien lors des intubations difficiles, c'est vraiment le vidéolaryngoscope. Bien sûr, les sondes d'intubation, donc les membranes aussi d'Eichmann, bien ce qu'on appelle aussi donc la bougie de Boursignac pour donc, les intubations difficiles. Le masque laryngé ou bien le fast track, donc tout dépend de ce que vous avez. Idéalement, c'est bien d'avoir les deux. Ça, c'est un matériel aussi qui ne coûte pas du tout cher, donc c'est vraiment quelque chose qui ne coûte pas. En même temps, ça permet vraiment de sauver des vies, surtout dans un contexte où vous n'avez pas de vidéolaryngoscope et que vous avez une intubation difficile. Euh, dans ce genre de situation, donc il n'y a pas mieux qu'un un masque laryngé parce que c'est vrai que ça ne protège pas très bien les voies aériennes, mais ça reste beaucoup mieux que la ventilation au masque. Donc, dans ce genre de situation, on place un masque laryngé, on ventile le patient en attendant, par exemple, qu'on nous ramène une vidéolaryngoscope ou autre pour essayer d'intuber. Et vous avez aussi le fast track, donc ça permet un petit peu d'intuber en même temps sur un masque laryngé, donc ça peut marcher même à l'aveugle. Bien sûr aussi, donc la capnographie, euh, euh, c'est quelque chose d'obligatoire. D'ailleurs, c'est le seul outil qui vous permet de savoir à 100% que vous êtes bien dans les poumons et que vous n'êtes pas dans l'œsophage, parce qu'il y a toujours des cas trompeurs. Donc, d'ailleurs, le cas le plus, on va dire, le plus caractéristique, c'est vraiment les nouveau-nés. Les nouveau-nés, les petits nourrissons, dans certains cas, euh, surtout si c'est quelqu'un qui était déjà encombré, donc c'est très difficile parfois de savoir. Ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est très difficile parfois de savoir est-ce que vous êtes vraiment dans les poumons ou bien dans l'estomac. Donc, tellement tout est petit que euh, quand on ventile, on a du mal vraiment parce que vous allez entendre le bruit un peu partout, dans les poumons et dans l'estomac, tellement tout est petit chez le nouveau-né. Donc, c'est quelque chose de très difficile parfois, surtout comme j'ai dit, si c'est un nouveau-né qui était déjà donc, un petit peu encombré et tout. Donc, ça ressemble au bruit de l'estomac. Même si vous êtes dans les poumons. Donc, c'est vraiment idéalement, c'est
monitoring donc, de l'expiration du CO2. Si à l'expiration du CO2, vous êtes très tranquille, vous savez que vous êtes dans les poumons. S'il n'y a pas, vous savez aussi que vous n'êtes pas dans les poumons, donc retirer votre sonde et retenter l'intubation. Si ça ne marche pas, généralement, au bout du deuxième euh, essai, donc soit vous allez mettre un masque laryngé, soit vous allez utiliser le vidéolaryngoscope. Donc ça, c'est un petit peu selon les protocoles de chaque service. Bien sûr, donc un respirateur donc, disponible donc, pour la phase déchocage et un respirateur de transport parce que dans la plupart des cas, comme on l'a dit, dans la salle d'échauffage, il faut que vous stabilisez le patient, vous serez obligé de le transporter quelque part. Donc, il faut un respirateur de transport, des SAP aussi qui ont des batteries, transport et tout. D'ailleurs, il ne faut jamais faire la faute d'arrêter, par exemple, un patient qui était sous noradrénaline, par exemple, vous arrêtez la noradrénaline pendant le transport, donc ça c'est une faute très grave, il ne faut jamais le faire. Les drogues, la vasopressine et tout, il ne faut jamais les arrêter. D'ailleurs, dans la plupart des cas, il faut augmenter un petit peu les doses lors du transport parce que on prévoit toujours des petites chutes de tension et de pression artérielle et tout lors du transport. Donc, généralement, on prévoit un petit peu l'augmentation des doses, mais au moins, on garde les mêmes doses. Donc, mais jamais d'arrêt de ces drogues-là. Un fibroscope souple aussi. Ça, c'est selon un petit peu l'entraînement des équipes. Donc, c'est pour surtout les intubations difficiles ou bien éventuelle extraction de corps étrangers et tout, mais c'est surtout pour les intubations. Ça, c'est un petit peu, ça dépend du personnel. Donc, il y a du personnel qui est entraîné pour intuber avec le vidéolaryngoscope, d'autres avec le fibroscope souple. Donc, ça dépend un petit peu des salles et du personnel. Et aussi le kit de cricothyroïdotomie. Donc, ça, c'est je laissé un petit peu en dernier. Euh, parce que, donc, dans certains cas, vous ne pouvez pas intuber, vous ne pouvez pas mettre de masque laryngé, vous ne pouvez pas ventiler en masque, ou bien le patient est en train de vomir. Si c'est un patient qui est en train de vomir, vous n'allez pas le ventiler en masque, bien sûr, sinon vous allez causer une inhalation assez importante. L'essentiel est des cas où vous ne pouvez pas intuber, vous ne pouvez pas ventiler, et que le patient, vous avez fait donc, votre induction, il dort déjà. Donc, dans ce genre de situation, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle donc, la cricothyroïdotomie d'urgence. Il y a deux situations. Donc, soit vous avez le kit, euh, généralement c'est un kit, vous allez le prendre, vous allez faire donc votre ponction et ventiler directement à travers. Soit vous n'avez pas le kit, et dans ce cas-là, vous êtes obligé de vous débrouiller. Donc, pour la ponction, donc, on l'appelle d'ailleurs cricothyroïdotomie parce que ça passe entre les deux. Donc, vous avez comme ça donc vous avez comme ça le cartilage, comme ça, donc thyroïde. Vous allez donc, vous avez comme ça le cartilage cricoïde. Et entre les deux, il y a une membrane qui est en subcutané. Donc, c'est-à-dire, vous avez la peau, vous avez cette membrane, et juste après cette membrane, vous avez la trachée. Donc, ça communique vraiment en direct avec les voies aériennes inférieures. C'est pour ça que c'est quelque chose de très intéressant. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on a dit, si vous avez le kit, c'est tant mieux. Donc, vous allez faire directement votre ponction ici. D'ailleurs, c'est une membrane qui se repère à la palpation. Donc, vous allez palper le cartilage thyroïde. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a une nuance, c'est que le cartilage thyroïde il est très palpable chez l'homme, mais chez la femme, pas vraiment. Chez la femme, c'est surtout le cartilage cricoïde qui est plus palpable que le cartilage thyroïde. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Donc, d'ailleurs, c'est facile à apprendre. Vous pouvez apprendre par vous-même, donc à palper les coups du personnel, par exemple, qui travaille avec vous. Vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'au jour où vous êtes devant un patient. Vous ne pouvez pas intuber, vous ne pouvez pas ventiler, parce que c'est un geste de sauvetage qu'il faut faire en moins d'1 minute.
vous n'avez pas du tout le temps d'appeler quelqu'un qui va venir ou autre, parce que après 2-3 minutes, le patient sera mort généralement. Donc voilà, vous allez palper le cartilage thyroïde, vous allez descendre un petit peu et palper le cartilage cricoïde, et vous allez revenir un petit peu vers le haut. Donc ça, c'est la membrane, vous allez la palper, et vous allez faire soit votre ponction avec le kit, il est disponible, sinon une petite ouverture comme ça, donc par un bistouri. Une lame, généralement, c'est une lame numéro 11. Vous allez faire une petite incision comme ça, de la peau, et puis vous allez faire une autre incision de la membrane, et vous allez insérer une sonde d'intubation, généralement aux alentours de 5 jusqu'à 6, pour gonfler le patient. Bien sûr, il ne faut pas oublier de gonfler le ballonnet, une fois que vous l'avez introduit. Si vous avez aussi un kit, ou bien donc, le kit de trachéotomie, vous pouvez mettre donc, la sonde de trachéotomie, donc elle est plus simple à mettre que la sonde d'intubation, et vous allez ventiler votre patient. Donc ça, c'est un petit peu chez l'adulte et le grand enfant et tout. Par contre, si vous avez un enfant moins de 5, moins de 4, 5, 6 ans et moins, généralement, ce n'est pas recommandé de faire ça parce qu'il y a plus de complications plus tard et tout. Donc, dans ce genre de situation, de préférence, soit utiliser donc, le kit, donc, ressemble à une voie veineuse, donc G14, qui est relié justement. Donc, le kit il est comme ça à peu près. Donc, il a une petite sortie comme ça, qui ressemble donc, à un abord veineux. Et puis, donc, il est comme ça et il est relié à une sortie, à une autre sortie qui ressemble à une sonde d'intubation, qui ressemble à la tête de la sonde d'intubation. Donc, vous pouvez rapidement ramener votre pavus, le brancher ici et ventiler le patient. C'est pas vraiment l'intérêt du kit. Si vous n'avez pas ce kit-là, vous pouvez utiliser une voie veineuse, par exemple G14. Vous pouvez ponctionner la membrane précothyroïdienne et l'enfant et tout. Et celle-là, donc généralement, ça vient avec une tête. Donc, vous pouvez rebrancher en même temps une tête 2,5 de sonde d'intubation standard pour pouvoir ventiler à travers le bas. Donc, pour pouvoir l'adapter. L'abord veineux lui-même ne peut pas s'adapter au système de ventilation. Donc, vous êtes obligé de trouver un petit peu cet intermédiaire. Généralement, une sonde 2,5, on peut la brancher sur une J14, sur la tête d'une J14, et ventiler le nourrisson, par exemple, à travers ça. Donc, ça va permettre de maintenir une ventilation quand même et de sauver la vie de cet enfant. Et c'est un geste à faire, il ne faut pas hésiter à le faire quand il y a une indication, parce que dans tous les cas, s'il y a indication à ça et que vous ne le faites pas, il va mourir dans quelques minutes maximum. Donc le C, c'est donc l'hémodynamique, donc tout ce qui va d'abord et tout. Donc bien sûr, il faut avoir des cathéters de différents calibres, J14, 16, 18, etc. Il faut avoir aussi un plateau surtout technique qui savent faire des fonctions des voies veineuses guidées, parce que dans certains cas, on a du mal à prendre les voies veineuses périphériques. Il faut aussi avoir le kit intraosseux, donc c'est une voie de sauvetage. Si on n'arrive pas à prendre une voie périphérique, on peut prendre une voie intraosseuse parce que c'est très rapide. Et puis dans un second temps, on peut prendre une voie veineuse centrale. D'ailleurs, la voie veineuse centrale, il faut savoir que ça prend du temps. Ça va prendre au minimum quelques minutes, même si vous êtes très expérimenté et même si vous faites dans des règles qui ne sont pas très ascétiques, parce que dans ce genre de situation, on n'a pas trop le temps. Et malgré tout ça, ça va prendre à quelques minutes. Le cathéter radial aussi, donc pour le monitorage, ça généralement c'est dans un second temps. On ne prend pas un cathéter radial chez un patient qui est très instable. Les garrots, bien sûr, pour les ponctions. La ceinture pelvienne, donc si c'est un contexte traumatique avec donc,
avec une instabilité de la ceinture pelvienne et tout, différents pansements hémostatiques, bien sûr des cristalloïdes, l'accélérateur et le chauffeur donc de sang et des solutés, un kit de transfusion massive qui permet justement d'administrer rapidement le sang, réchauffer et tout. Le récupérateur de sang, donc ça c'est une technique très intéressante lorsqu'elle est disponible, ça permet de donc, aller utiliser surtout dans le bloc opératoire pour recueillir le sang, le traiter et le retransfuser au patient. Bien sûr, des tubes de prélèvement, des gaz du sang pour voir donc une gazométrie, donc quelque chose pour avoir des chocages disponibles pour donc le bilan de gazométrie, d'oxygénation, de CO2. Donc pour la surveillance, au début, on a dit il faut moins un scope, donc attire le minimum, donc pression non invasive, saturation, euh, donc monitorage du CO2 expiré si c'est un patient intubé, la température et le séché. Il faut avoir bien sûr le défibrillateur, un ECG, l'échographe donc portatif, c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir, des pouces seringues, et puis une pression artérielle sanglante qu'il faut placer plus tard. Bien sûr des sondes visicales, des sondes nasogastriques. Le thermomètre, donc idéalement à éviter donc tympanique. Idéalement, il faut mettre des thermomètres soit idéalement œsophagien ou bien au moins visical. C'est les deux températures centrales les plus fiables. Sinon, tout ce qui est tympanique, tout ce qui est rectal, c'est pas du tout fiable. Alors là, donc la température axillaire, c'est même pas censé être donc c'est censé même pas exister dans une salle d'échauffage. Bien sûr, le glucomètre, le ventilation urinaire, une radio mobile, comme on a dit, et les radios, l'échographe, donc il va faire un petit peu de tout. Donc, du Doppler transcrânien jusqu'au Doppler des membres, si on suspecte par exemple une ischémie de membre et tout. Et en plus de ça, il faut avoir donc des plateaux de différents drainages, donc drainage thoracique, drainage donc cardiaque, de ponction lombaire, de ponction d'acide, de sonde de Blackmore. Euh, donc le kit de rebois, c'est un trauma center, je vais revenir sur ça juste après pourtant. Différentes attelles, différentes minerves, bien sûr, rigides, de différentes tailles. Donc, pas de minerve, pardon, pas de minerve simple, là. Donc c'est vraiment les minerves Philadelphia, donc rigides, qui sont trouées d'où le cou, qui permettent justement de faire une cricothyroïdotomie à tout moment. Donc les matelas cookies pour les traumatismes du rachis, euh, donc des couvertures chauffantes, des casques, donc pour surtout donc protéger par exemple le personnel donc, des projections de sang, etc. Des chances terribles, bien sûr, donc des matériel pour les sutures, pour que ce soit lisible, etc. Donc ça c'est un petit peu ce qu'il faut voir. Et aussi, je reviens sur ce kit de rebois, donc qui est donc, qui est bon, j'ai oublié le truc, c'est donc voilà, c'est le Resuscitative Endovascular Balloon of the Aorta. Voilà, donc c'est un ballonnet qu'on insère dans l'aorte. Donc on l'utilise surtout dans les chocs très instables du polytraumatisé, donc choc hémorragique. C'est un petit peu le principe, vous avez l'aorte comme ça, et vous avez donc la division comme ça, puis perpétuelle, ça, ça, ok, ça fait le truc. Donc le principe, c'est de l'insérer à travers donc l'artère fémorale par la radiologie interventionnelle et on va faire monter le cathéter et on va justement gonfler un ballon par exemple ici pour
donc bloquer vraiment le passage du sang de l'aorte vers la partie inférieure du euh, l'abdomen, par exemple, ou autre. Essentiel, donc, les cas de saignement extrême, où on n'a pas le temps, on n'a même pas le temps d'aller au bloc, ou bien c'est une hémorragie donc très complexe à traiter rapidement et tout. Donc, ça va vous permettre de gagner du temps, donc ça va arrêter le saignement, le temps que vous transfusez le patient, et vous le prenez soit dans un bloc opératoire, soit donc, soit la radiologie interventionnelle, donc tout dépend de la cause et du plateau technique et tout. Mais bien sûr, vous n'allez pas tarder beaucoup parce que sinon, il y a de la nécrose qui va s'installer. Et il y a typiquement trois zones. Donc, la première zone, c'est lorsque vous avez un saignement, donc généralement dans l'artère, c'est bien le transiliaque, donc saignement hépatique, etc. Donc, dans ce cas-là, vous allez mettre le ballon dans la zone 1, c'est-à-dire en dessus de transiliaque et en dessous de l'artère sous-clavière gauche, donc entre les deux. Il y a la zone 2 qui est, ou bien la zone 3 qui est située en dessous donc, des artères rénales, donc là. Et cette zone 3-là, elle est intéressante surtout si vous avez, donc, si vous avez un saignement euh, au niveau du pelvis ou bien des membres inférieurs, par exemple, par atteinte de l'artère fémorale et tout. Et vous avez la zone 2 qui est intermédiaire entre les deux. Donc, c'est un petit peu là. Mais généralement, la zone 2, on l'évite à cause des complications. Donc, on préfère soit la mettre dans la zone 3 si on peut. Sinon, on le met dans la zone 1 parce que lorsque vous bloquez la zone 1, il faut savoir que automatiquement, la zone 2 et la zone 3, elles sont bloquées parce que le sang, il vient comme ça, du haut en bas. Donc, si vous bloquez le plus haut, vous allez bloquer tout l'organisme pratique. Et bien sûr, c'est vraiment un geste de sauvetage qui permet de sauver des vies, mais il ne faut vraiment pas tarder avant d'arrêter directement le saignement et l'origine du saignement. Sinon, il y aura de la nécrose, la libération de radicaux libres, de l'aggravation de la phytose et tout, qui vont s'installer. Donc, ça, c'était un petit peu donc, les matériels et tout, les différentes techniques par rapport au déchocage. Donc, ça, c'est les cinq familles, surtout à connaître par cœur. Donc, tout ce qui est avec les drogues, tout ce qui est donc, drogue utilisée au déchocage. Donc, les premières familles, c'est les hypnotiques. Vous avez donc le tomidate, donc on utilise généralement lorsqu'on a de l'instabilité hémodynamique. Vous avez la kétamine, qui est aussi intéressante pour tout ce qui est instabilité hémodynamique. Vous avez le propofol, c'est vraiment pas du tout une bonne idée de mettre du propofol chez un patient donc, au déchocage. Sauf certains cas, on va dire, mais en général, il faut savoir que tout patient admis au déchocage, euh, même s'il est stable, il paraît stable sur le plan hémodynamique, il faut savoir que la plupart ont des problèmes quand même. Donc, ils ont pratiquement tous une hémodynamique précaire quand même. Donc, le fait de mettre du propofol, ça peut précipiter un problème hémodynamique qui était caché et donc euh, causer des hypotensions, des collapsus et parfois même des arrêts cardiaques. Donc, vraiment de préférence dans un contexte de déchocage et d'intubation euh, à séquence rapide et tout. Vraiment, il faut soit, dans la plupart des cas, soit la kétamine, soit l'étomidate. Surtout, c'est une personne qui n'est pas expérimentée avec les drogues de sédation. L'autre drogue aussi qu'on peut utiliser, c'est le midazolam. Généralement, elle est en association pour la sédation, c'est-à-dire pour l'induction et endormir le patient. Et on l'utilise généralement plutôt pour la sédation plus tard. Vous avez aussi donc les morphiniques, donc le fentanyl ou bien le fentanyl. Généralement, c'est les deux qu'on utilise pour qui sont donc les analgésiques morphines.
Vous avez aussi donc les curares, donc chaque intubation, séquence rapide, nécessite obligatoirement des curares, donc soit donc, donc la silocurine, soit la rocuronium. Donc généralement, actuellement, on préfère le rocuronium à une dose de 1,2 mg. Ça donne donc de très bons résultats. On intube très très rapidement, très facilement, et avec beaucoup moins de risques par rapport à la phénylcholine. Donc la silocurine, c'est donc, la phénylcholine. Celle-là, donc, elle a beaucoup d'effets secondaires. C'est vrai que ça permet d'intuber très rapidement, mais tellement il y a beaucoup d'effets secondaires et tout que de plus en plus, on préfère donc le rocuronium que donc le silocurine. C'est un petit peu ça qu'on utilise vraiment dans un contexte d'extrême urgence. Sinon, on peut utiliser aussi le cisaltracurium, surtout si c'est un patient qui est donc, c'est un sujet par exemple âgé ou quelqu'un qui est insuffisant rénal. Donc, c'est une drogue intéressante pour l'élimination rapide. Euh, Mais bien sûr, il faut que ce soit pas une indication à une intubation à séquence rapide. Le sugar index aussi, c'est très important de l'avoir. C'est en cas où, par exemple, vous faites une induction, euh, vous êtes devant quelqu'un qui est impossible à intuber, qu'on n'arrive pas à le ventiler correctement. Vous pouvez mettre du sugar index pour réverser un petit peu l'effet de donc, ce rocuronium. Généralement, ça marche très rapidement. Mais juste que si vous voulez réverser directement, donc c'est vraiment une dose de 16 mg qui est une dose importante et c'est un produit qui coûte quand même cher. Et bien sûr, il faut monitorer votre réalisation. Il y a trois types de drogues, donc, les hypnotiques et le- le- donc les morphiniques, ça sert à endormir, à analgésier et à paralyser le patient pour pouvoir justement l'intuber. Puis vous avez les vasopresseurs, donc la noradrénaline, donc à mettre à la seringue électrique. Ou bien, il faut savoir que vous pouvez mettre aussi, donc, ce qu'on appelle baby noradrénaline. Vous pouvez la mettre, même des bolus, éviter le temps de préparer la seringue électrique. Parce que la seringue électrique, ça va vous prendre quelques minutes pour la préparer. Euh, donc, les quelques minutes là, vous pouvez mettre ce baby noradrénaline en attendant en bolus. Vous pouvez mettre aussi de l'éphédrine en bolus. Euh, quoique, donc, le temps de préparer la noradrénaline, quoique l'éphédrine peut ne pas être efficace chez un patient qui a épuisé ses stocks de noradrénaline endogène. On peut utiliser aussi dans un second temps la vasopressine pour une vasoconstriction, et surtout donc, dans un contexte. Vous avez les cardiotropes, donc l'adrénaline bien sûr, que ce soit donc les bolus de l'arrêt cardiaque ou bien euh, donc des chocs anaphylactiques, ça peut être aussi maintenu à la SAP. Vous avez la dobutamine, donc c'est la drogue généralement de choix actuellement pour tout ce qui est hypocontractilité du myocarde. D'ailleurs, je reviens sur la noradrénaline et la vasopressine. Donc, ces deux-là, ils servent à serrer les vaisseaux, donc à augmenter la pression artérielle. Donc, on les utilise lorsqu'on a une hypotension avec vasoplégie, vasodilatation et tout. Et la dobutamine, ça sert plutôt à améliorer la contractilité myocardique. Donc, ces deux drogues-là ont des effets complètement différents. Donc, on n'utilise pas la dobutamine pour remonter la pression artérielle et on n'utilise pas la noradrénaline pour augmenter la performance myocardique. Bien sûr que chacune a des effets un petit peu partout, mais on parle des effets vraiment principaux. On peut utiliser aussi l'atropine chaque fois que vous avez une bradycardie qui est induite par, on va dire, un effet un effet cholinergique, c'est-à-dire une hyperstimulation vagale, parce que donc l'atropine, c'est un anticholinergique, donc il va agir sur tout ce qui est hypertonie vagale et hypertonie du système nerveux parasympathique en général. Par contre, il n'est pas du tout efficace lorsque vous avez un problème, euh, par exemple, de récepteur bêta, par exemple une intoxication en bêta-bloquant. Ce n'est pas une hypertonie vagale et tout, donc
l'atropine ne sera pas du tout efficace. Mais ou dans les cas où vous ne savez pas, c'est le cas généralement à l'admission des chocolats, vous ne savez pas, vous pouvez toujours l'utiliser. Si ça ne marche pas, vous allez partir vers le dobutamine et autres. Euh, de l'autre côté, vous avez l'adénosine, par exemple, et c'est une drogue très intéressante. Juste, il faut savoir comment l'injecter et tout. euh, pour casser tout ce qui est TSV mal toléré. Bon, pas TSV mal toléré, mais les TSV en général. Parce que mal toléré, c'est le choc électrique externe. Donc, il fait le contraire de l'atropine. Donc, il fait un bloc au niveau un blocage, donc en quelque sorte, en quelques secondes, au niveau du nœud atrioventriculaire. Donc, ça va permettre de casser des rayons traits, etc. Donc, ça permet de résoudre pas mal de TSV. Sinon, on peut passer au bêta-bloquant injectable et tout, si ça ne marche pas, ou bien aux inhibiteurs calciques par dicardisant. On peut proposer aussi de l'amiodarone, généralement, euh, c'est en seconde position. Si par exemple, vous n'avez pas d'autre traitement pour des TSV ou tout, c'est vraiment en dernière position. Si on n'a vraiment pas le choix, parce que c'est pas du tout l'indication, c'est généralement par défaut de médicaments. Sinon, on peut l'utiliser dans certains TV, dans certains FP, on va dire, qui se répètent à chaque fois généralement. On peut l'utiliser aussi, euh, donc l'amiodarone, elle peut être utilisée aussi dans certains cas de troubles du rythme. Donc, en deuxième, troisième position, lorsque ça ne marche pas, par exemple. C'est-à-dire, vous avez utilisé le tout, ça ne marche pas, par exemple, sur une TSV, vous pouvez tenter l'amiodarone, mais pas en première intention pour les TSV. Donc, il y a aussi les dérivés nitrés. Donc, c'est une drogue très intéressante lorsque vous avez de l'OAP avec des pressions artérielles élevées. Le furosémide aussi, c'est une drogue intéressante lorsque vous avez de l'insuffisance cardiaque, que ce soit donc, droite ou gauche. Bien sûr, il faut que ce soit des pressions artérielles normales. L'autre famille, donc tout ce qui est hémostase et antidote, dans des contextes spécifiques. Donc l'acide tranexamique, par exemple, lorsque vous avez un saignement. Le fibrinogène aussi, lorsque vous avez un saignement important, parce que ça diminue le- le fibrinogène. Vous avez aussi le PPSB ou bien le complexe prothrombinique, donc qui est aussi une drogue utilisée lorsqu'on a des saignements importants, ou bien une intoxication ou un surdosage aux AVK. Vous avez aussi l'analoxone qui est l'antidote donc des morphiniques. Vous avez le flumazenil aussi qui est l'antidote des benzodiazépines. Quoique il faut savoir que le flumazenil il est rarement indiqué euh, parce que il faut faire attention dans les intoxications aux benzodiazépines. Si c'est une polyintoxication, le fait de réverser un petit peu l'effet des benzodiazépines, ça peut déclencher des convulsions, etc. Donc, le flumazenil, même si on est devant une intoxication donc, à une benzodiazépine, on l'utilise uniquement lorsque, pour, on va dire, prévenir vraiment un arrêt respiratoire ou bien prévenir l'intubation. C'est-à-dire on le met pour éviter d'intuber. Mais sinon, si le patient il est stable, il ne nécessite pas d'intubation, il est juste endormi, on évite de mettre du flumazenil. L'hydrocortisone, donc pour tout ce qui est euh, pour tout ce qui est bon, choc anaphylactique vraiment dans un second temps, mais surtout tout ce qui est insuffisance rénalienne aiguë. Le glucosé, bien sûr, G30, si vous avez de l'hypoglycémie, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup d'autres antidotes, donc on a cité vraiment ici juste quelques-uns. Voilà. Donc ça résume un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah, donc le team leader, donc ici, le médecin donc des voies aériennes supérieures. Donc l'IAD, un terme donc, pour tout ce qui est prélèvement veineuse, déshabillage, sonde visite, tout. L'IAD de gauche, donc pour tout ce qui est préparation de drogue, scope, monitorage, etc. Et puis vous avez un aide-soignant, bien infirmier qui va qui va écrire tout, qui va appeler donc de l'aide, qui va donc appeler le labo, appeler le bloc et tout. Et puis, bien sûr, il ne faut pas hésiter à appeler du renfort, que ce soit des infirmiers
des radiologues, des chirurgiens, etc. Voilà un petit peu une vue d'ensemble. Là, bon, j'ai essayé de résumer au maximum parce que c'est un sujet qui est assez vaste. Donc, tout ce qui est le personnel, le matériel, l'organisation du salle de déchocage. Maintenant, donc, on a dit que vraiment, si vous voulez, en une seule phrase, toute détresse vitale, c'est déchocage, pas un autre endroit. Donc, on va citer quelques-unes. Donc, ça peut pas être vraiment une liste exhaustive, mais en premier lieu, donc, traumatisme grave. Donc, c'est quoi un traumatisme grave? Donc, le fait d'avoir le critère de Vittel, un seul critère veut dire directement traumatisme grave. Il y a le tableau de Vittel, il est là. On va revenir sur ça. Peu importe le variable, peu importe les choses. Donc, un critère de Vittel égale polytraumatisé, traumatisme grave égale directement déchocage. Faut jamais, donc, même si le patient va très bien comme ça, il faut l'admettre au déchocage. Le deuxième, c'est les états de choc ou bien les collapsus, c'est-à-dire une pression artérielle basse, une hyperlactatémie, des marbrures, de l'oligurée, pardon, de l'altération de la conscience. D'ailleurs, je vais mettre un petit point ici, c'est que quand on parle d'état de choc avec signe d'hypoperfusion, il faut savoir que l'état de choc avec hypoperfusion, ce n'est pas la pression artérielle basse, ce n'est pas la tachycardie ou autre. Donc les signes d'hypoperfusion, c'est des signes de souffrance d'organes parce qu'il ne recevra pas assez de sang, il ne recevra pas assez d'oxygène. Donc l'hypoperfusion du cerveau, ça se manifeste par une altération de la conscience, par une agitation, par une somnolence. L'hypoperfusion rénale, ça se manifeste par l'oligurée. L'hypoperfusion euh, donc, de la peau, ça se manifeste par des marbrures, par un temps de recoloration cutanée allongé, par euh, donc, donc par un temps de recoloration allongé, par des froideurs de l'extrémité, etc. L'hypoperfusion en général et l'hypoxie, ça se manifeste sur le plan biologique par une hyperlactatémie. L'hypoperfusion cardiaque, ça se manifeste par des troubles de repolarisation avec des troponines élevées. L'hypoperfusion hépatique, ça se révèle par aussi l'hyperlactatémie, mais aussi donc l'élévation des enzymes hépatiques, azat-alat, etc. Donc l'hypoperfusion, c'est vraiment un phénomène assez global et c'est la définition de l'état de choc qui va évoluer un certain temps justement vers la défaillance multivésicale. Voilà, donc la détresse respiratoire, bien sûr, c'est la deuxième fonction, grande fonction vitale après l'hémodynamique. Donc, détresse respiratoire, ça peut être une fréquence respiratoire rapide, une désaturation, même sous oxygène, des signes de lutte, c'est-à-dire des tirages sus-sternal, intercostal, balancement thoraco-abdominal, balancement abdominal, de la cyanose, etc. Donc ça, c'est généralement assez facilement diagnosticable. Par contre, le point que je considère aussi important, c'est qu'il faut faire très attention à ce qu'on appelle donc l'épuisement du patient. Euh, un patient calme, qui désature et surtout qui fait de l'hypercapnie, donc surtout l'hypercapnie, qui fait une fréquence respiratoire normale ou basse, qui fait une amplitude thoracique basse avec un silence auscultatoire et tout. Donc ça, c'est des signes de gravité extrême. C'est-à-dire, je préfère de loin un patient qui ventile rapidement, tachypnéique, agité, qui désature. Donc ça, c'est beaucoup mieux qu'un patient qui fait une petite fréquence respiratoire, pardon, voire une petite fréquence cardiaque, donc la bradycardie qui précède l'arrêt cardiaque, des petites donc, ampliations thoraciques avec une hypercapnie généralement importante. Donc ça, c'est des signes imminents d'arrêt respiratoire qui arrivent dans les minutes qui viennent. Et c'est une indication à intuber directement le patient. Euh, sauf si, bon, si c'est un BPCO par exemple, ça se discute selon l'état du patient, les cas, etc. Selon le pH et tout, c'est vraiment assez complexe pour dire juste comme ça. Le quatrième, c'est la détresse neurologique, donc le coma et les troubles neurologiques aigus. Donc si vous avez un Glasgow moins de 8, il faut intuber le patient. Si vous avez un état de mal épileptique réfractaire, on intube le patient.
si vous avez donc un problème ou bien des difficultés de protection des voies aériennes supérieures aussi, par difficulté de déglutition, Guillain-Barré par exemple, etc., il faut intuber le patient. Sinon, donc, si vous avez un Glasgow 12-13, vous pouvez vous permettre de ne pas intuber le patient et vous allez l'explorer. Généralement, dans un contexte traumatique, c'est le scanner. Un contexte non traumatique, idéalement, c'est vraiment l'IRM. On peut la faire vite. Sinon, on peut se débrouiller avec un scanner. En attendant, au moins, on va éliminer, par exemple, un AVC hémorragique et autres. En attendant de faire une IRM. Bien sûr, un arrêt cardiaque récupéré, il faut l'admettre donc, au déchocage. Les brûlés graves aussi, donc une surface de plus de 20% chez l'adulte, plus de 10% chez l'enfant. Euh, des brûlures, donc donc, surtout si c'est le deuxième, troisième degré. L'inhalation de fumée, donc il faut faire très attention à ce genre de situation. Quelqu'un qui a inhalé de la fumée peut développer rapidement une détresse respiratoire, même s'il est stable au début. Des brûlures électriques, alors ça, c'est vraiment un des pièges vraiment à éviter parce que des fois, lorsque vous avez quelqu'un qui est donc, électrocuté, bon, j'oublie toujours est-ce que l'électrocution, ça veut dire il est mort ou non, donc excusez-moi pour le terme. L'essentiel, quelqu'un qui a subi un traumatisme par l'électricité, qui n'est pas mort. Euh, donc dans ce genre de situation, il faut faire très attention, surtout si c'était un voltage important, parce que faut savoir qu'il y a le voltage et il y a l'empirage. Donc, ce qui tue sur place, cause des arrêts cardiaques sur place, c'est vraiment l'empirage. Sinon, si c'est un empirage qui n'était pas très élevé, mais avec un voltage important, le voltage, il cause plutôt des brûlures. Donc, même si le patient n'est pas mort, vous faites un ECG, il est bien, il faut le surveiller parce que dans les heures qui viennent, il peut vraiment développer comme un grand brûlé, mais avec des brûlures internes, c'est-à-dire brûlures musculaires, etc. Donc, il peut développer de l'insuffisance rénale, de la rhabdomyolyse, pardon, des défaillances multiviscérales, etc. Donc, c'est des cas chez qui il faut faire très attention. Et bien sûr, les terrains fragiles, euh, les sujets âgés, les petits-enfants, les- les nouveau-nés, par exemple, les patients multitarés sous anticoagulants avec traumatisme, etc. L'autre indication, c'est les intoxications graves. Alors, les intoxications aussi, c'est des cas où il faut faire très attention. Parce que des fois, il vous arrive avec un état, une détresse neurologique, cardiaque, respiratoire et tout. Donc là, vous allez l'admettre au déchocage certainement. Mais les cas les plus trompeurs, c'est ceux qui viennent sur leurs pieds, on va dire. C'est-à-dire, ils sont comme ça très bien. Or que, ils cachent vraiment une gravité extrême. L'exemple type dans ce genre de situation, c'est vraiment l'intoxication au paracétamol. L'intoxication au paracétamol, donc c'est après 2 3 jours que ça va commencer à se manifester. Donc il faut vraiment la prendre très au sérieux, peu importe l'état du patient. Même s'il va très bien, uniquement, il faut vraiment la prendre au sérieux, le prendre au déchocage rapidement et généralement il faut transférer en réanimation assez rapidement pour commencer l'antidote, la surveillance assez rapprochée, etc. Sinon, les autres cas aussi trompeurs, c'est en général les drogues à libération prolongée. Parce que lorsque vous avez une intoxication à une drogue à libération prolongée, surtout si c'est une drogue à tropisme cardiaque, le patient il sera stable les premières heures et il va commencer à se déstabiliser après quelques heures. Et ça peut être vraiment trop tard, surtout si vous n'avez pas surveillé le patient ou que vous l'avez même fait rentrer chez lui. Il faut faire très attention. Bien sûr, dans le doute, il faut admettre, donc il vaut mieux admettre un patient au déchocage par excès, peut-être le voir bien que ne pas le faire. Donc ça, c'est l'équipe variable de Vittel.
Donc, c'est le critère de vitesse. Si vous avez un seul critère, ça veut dire que c'est un traumatisé grave. Voilà. Ça, c'est un petit peu, ça résume un petit peu ce qu'on a dit. Donc, lorsque vous admettez un patient, il faut faire tout dans les premières 10 minutes. Donc, bien sûr, ça, c'est généralement le modèle du polytraumatisé, mais on peut le calquer sur un peu de tout. Donc, prendre les consignes de l'équipe de SAMU. Donc, bien sûr, déshabiller le patient, l'exposer, voir les lésions et tout, le monitorer avec un monitorage de base. Puis, à un certain moment, quand vous avez stabilisé le patient, vous allez mettre le monitorage avancé, mettre bien sûr de l'oxygène s'il désature, hein. S'il ne désature pas, vous n'allez pas mettre de l'oxygène. Et si c'est un BPCO, il faut qu'il soit au moins de 88 et moins pour mettre de l'oxygène. C'est-à-dire un BPCO qui est saturé à 90, il va plutôt bien. Bien sûr, deux voies veineuses, comme on dit, donc les gaz du sang, lactatémie, groupage, un bêta-HCG chez toute femme en âge de procréer et des bilans rénal hépatique et tout. Bien sûr, mettre une sonde urinaire, sonde gastrique selon donc, les cas, s'il y a une indication urgente. Réchauffer le patient, bien sûr, et prévenir l'hypothermie, surtout dans un contexte traumatique et hémorragique. Et prévenir donc la triade létale de polytraumatisé qui associe l'hypothermie, l'acidose et la coagulopathie. Donc ça, c'est un petit peu vraiment dans un contexte polytraumatique. Voilà. Donc, on va arriver un petit peu là à l'approche ABCDE de stabilisation. Je pense que si on commence, je sais pas si on donc, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là et on continue parce que vous avez des questions et tout. Et on va continuer un petit peu une séance prochaine, Inch'Allah. On va continuer le reste. Euh, Est-ce que vous avez des questions ou autres? Docteur, Oui, merci beaucoup, c'était bénéfique. Allah yahfazak. Amin, Ajmaïn, merci. Euh, Juste une question, est-ce que vous pouvez répéter juste la notion de l'atropine et bêta-bloquant? J'ai pas entendu parce que je suis Qu'est-ce que vous avez dit? D'accord. Donc, ce que j'avais dit, c'est que l'atropine, c'est un anticholinergique. Euh, donc, il va agir uniquement où il y a de l'acétylcholine. Donc, il va Oui, agir oui, c'est essentiellement, anticholinergique, oui. voilà, il va agir essentiellement au niveau du nœud atrioventriculaire et de l'étage, on va dire, auriculaire en général, c'est-à-dire les oreillettes, le nœud atrioventriculaire et le nœud sinusal. Donc, si vous avez, euh, par exemple, une intoxication à une drogue, par exemple, cholinergique, si vous avez une hypertonie vagale, par exemple, lors d'un trauma. Alors, le bonheur. Vos micros, s'il vous plaît. Euh, euh, Votre micro, s'il vous plaît. Myriam, s'il vous plaît, votre Ah, micro. Parce que je peux le fermer. Bon, je disais, euh, Anticholinergique, voilà, c'est l'anticholinergie. au Donc, ça niveau va marcher. de auriculaire. Voilà, voilà, donc ça va marcher. Euh, Par exemple, une hypertonie vagale aussi qu'on trouve dans le traumatisme du rachis, supérieur à 10 généralement, parce qu'il y a une amputation du sympathique, donc il reste uniquement le parasympathique, donc il aura tendance à la bradycardie et tout. Donc là, si on met de l'atropine, ça va marcher. Par contre, l'atropine ne marche pas du tout sur l'étage ventriculaire. C'est-à-dire, et, par exemple, pour l'étage ventriculaire,
il y a le sympathique AG et il y a les récepteurs bêta, etc. Donc, si vous avez une intoxication au bêta-bloquant, par exemple, ils vont bloquer les récepteurs bêta et tout. Donc, c'est pas les récepteurs d'acétylcholine et tout. Donc, ça va donner bien sûr de la bradykardie et tout. Mais quand vous mettez de l'atropine, il ne va pas répondre. Il restera toujours bradycarde. Donc, dans ce genre de situation, vous allez plutôt mettre, par exemple, de l'ésoprénaline ou bien de la dobutamine pour controverser un petit peu cet effet bêta-bloquant. Donc, c'est ça ce que j'avais dit par rapport à l'atropine. Merci beaucoup, docteur. Allah yahfadhak. De rien, avec plaisir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ok, donc la séance elle est enregistrée, donc je vais là vous publier le lien donc, sur le profil. Si vous n'avez pas de questions, merci pour votre attention. Vous pouvez toujours m'envoyer vos questions. Euh, donc, je vais vous dire juste sur le lien, on va faire la séance, donc la suite, soit demain, soit après-demain, Inch'Allah. Juste, je vous publie la chose. Et merci pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur. C'était bénéfique. Inch'Allah. Allah yahfadhak. Merci, Amin.